Quand tu achètes le bien immobilier, ce n'est pas pour manger. Tu achètes le bien immobilier pour peut-être plus tard revendre. Ou alors pour que, quand tu achètes le bien immobilier, tu dois te rassurer que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tu auras encore un locataire. Ça ne te sert à rien d'aller acheter un bien immobilier dans une zone enclavée où il n'y a pas d'infrastructure, où il n'y a pas de bus, où il n'y a pas d'arrêt de bus, où il n'y a pas d'école, où il n'y a presque rien, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien, il n'y a pas de centre de sport et tout le reste. Donc, et en plus de ça, dans une zone enclavée, la probabilité que le bien perde en valeur est très élevée. Et en plus, il y a un certain loyer que tu ne peux pas demander dans ce genre de zone. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque dans les autres zones qui sont un peu plus attractives, le loyer augmente, dans cette zone-là, le loyer ne va pas augmenter parce que personne ne veut aller vivre là-bas. Et quand personne ne veut aller vivre là-bas, même si tu mets en location, tu auras peut-être deux intéressés. Et quand tu as deux intéressés, un va te dire que le loyer est trop cher. L'autre va te dire que moi, ici, si tu réduisais peut-être le loyer de 10% ou de 20%, je pourrais prendre, mais à ce prix-là, je ne peux pas prendre. Donc, du coup, tu n'as pas de clientèle. Donc, ça ne sert à rien d'aller acheter dans un bien immobilier dans une zone enclavée où tu auras, les difficultés d'avoir le locataire et deux, tu auras les difficultés à revendre en cas de problème. Parce que même si tu as le locataire à l'intérieur et que peut-être dans 2, dans 3 ans, dans 5 ans, tu as les difficultés et que tu dois vendre ce bien, il va falloir mettre ça sur le marché. Qui va vouloir aller acheter un bien immobilier dans une zone enclavée, dans une zone où tu ne vas même pas pouvoir augmenter le loyer? Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut faire extrêmement attention. Lorsque tu veux te lancer dans l'investissement immobilier, ne te lance pas, n'achète pas un bien immobilier dans une zone enclavée. C'est dangereux. Tu vas plomber ton investissement. Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si tu es intéressé par ces 4 thèmes, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Ici, là, mes connaissances, quand je parle de connaissances, ici, je parle, n'est-ce pas, de l'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de la formation immobilière. Cette formation est soit physique, soit virtuelle. Je parle également de l'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Voilà, si tu investis dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux me contacter à tout moment pour qu'on s'asseye, pour définir, n'est-ce pas, tes stratégies pour pouvoir réduire ta charge fiscale avec l'aide de ton investissement immobilier. Voilà, si tu investis dans l'immobilier et tu aimerais augmenter ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. On va s'asseoir, on va également fixer tes stratégies, comment faire pour augmenter ton patrimoine immobilier. Voilà, même si tu as des proches qui aimeraient investir en Allemagne et qui ne vivent pas en Allemagne, tu peux également me contacter. On va trouver une solution, comment faire pour leur permettre d'investir également en Allemagne. Et si tu n'arrives pas à mettre de l'ordre dans tes finances et tu as besoin d'accompagnement, tu as besoin des astuces, tu as besoin des pistes d'orientation, tu peux également me contacter à tout moment. On va prendre rendez-vous, on n'a pas besoin de se voir et puis on va fixer donc les stratégies, comment faire pour améliorer ou alors pour mettre de l'ordre dans tes finances. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais une fois de plus parler de l'immobilier. Voilà, je vais parcourir 8 erreurs à ne jamais commettre en investissement immobilier. Donc, toi qui veux investir dans l'immobilier, tu dois connaître ces erreurs-là pour pouvoir les éviter. Ce sont les erreurs à ne jamais commettre. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, nous allons parcourir dans la vidéo d'aujourd'hui 8 erreurs à ne jamais commettre dans l'investissement immobilier. Si tu te lances dans l'investissement immobilier, tu dois connaître ces erreurs-là pour pouvoir les éviter. Ce sont des erreurs qui peuvent te coûter très cher. Première erreur, investir sans connaissance, ce qui est hyper dangereux. Ne te lance jamais dans l'investissement immobilier sans avoir la connaissance. Tu dois connaître ce que c'est que l'investissement immobilier. Tu dois savoir calculer ta rentabilité. Tu dois savoir choisir ton financement. Tu dois savoir visiter un bien. Tu dois connaître qu'est-ce que tu dois regarder dans le bien pendant la visite. Tu dois déjà te fixer un objectif. Quelle est la stratégie immobilière que tu veux mettre sur pied? Et en plus de ça, tu dois savoir quelle sera ta stratégie de sortie. Si tu n'arrives pas à t'en sortir dans la gestion de ton bien immobilier, comment tu vas faire pour vendre? Tu dois maîtriser cet investissement, tu dois avoir la connaissance pour pouvoir te lancer. Sinon, ça va être fatal. Et si tu n'as pas la connaissance, va chercher la connaissance. Tu peux lire les livres, tu peux regarder les vidéos, tu peux me contacter à tout moment. Je vais t'accompagner. Et tu n'as pas besoin de venir me voir, on n'a pas besoin de se voir. Ça se passe maintenant de manière virtuelle. Donc, ne te lance pas dans l'investissement immobilier sans connaissance. Tu vas me dire peut-être que oui, pour me former, ça coûte cher. Ça ne coûte pas cher. Ce n'est pas plus cher que ce que tu vas acquérir comme connaissance, puisque tu fais cette formation une seule fois pour ta vie. Et tu vas investir. Et certainement, tous ceux qui sont autour de toi vont également profiter. Donc, c'est un investissement gagnant-gagnant. Tu donnes un peu d'argent à quelqu'un, mais il te transmet une connaissance avec les expériences qu'il a. Je te donne un taux, tu vas payer un montant, mais ce que je vais te transmettre comme connaissance, comme expérience, ça va te servir toute ta vie. Donc, n'investis pas dans l'immobilier sans connaissance. Deuxième erreur. Acheter un bien immobilier sans visiter, c'est hyper dangereux. Je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai acheté un bien immobilier. Voilà, j'avais acheté un immeuble et dans cet immeuble, il y avait un bien immobilier que je devais rénover. J'ai rénové ce bien et le bien, j'ai presque fini de rénover le bien immobilier. Comme j'étais en ce moment-là, bon voilà, je ne veux pas dire que j'étais dans mes débuts, mais je vais dire j'ai complètement perdu la tête et je n'ai vraiment pas fait attention. Je n'avais pas vérifié l'électricité de l'immeuble. Je n'avais pas vérifié l'électricité dans chaque appartement. Or, c'était les anciennes constructions. Donc, il fallait renouveler l'électricité. Je n'ai pas prêté attention. On a fini de rénover un appartement parmi ces appartements. Tous les appartements étaient en bon état, étaient bien. Il n'y a pas de problème. Mais dans cet appartement-là, on a fini, on a commencé à mettre la peinture. Lorsqu'on a fait un branchement, je crois qu'on a branché plusieurs machines à la fois. Il y a une prise qui a explosé et directement il y a une incendie de quelques secondes, mais c'était vraiment voilà, ça faisait peur. Donc du coup il fallait donc qu'un électricien vienne regarder le problème qu'il y avait. Et lorsqu'il a regardé et tout, il nous a fait son protocole, il nous a fait son rapport et il nous a dit de renouveler complètement l'électricité. Même les conduits électriques et tout devaient être renouvelés. Ça veut dire quoi? Quand il faut renouveler les conduits électriques, il faut ouvrir le mur, changer tous les conduits qui sont à l'intérieur et tout. Et pour un appartement de 60 mètres carrés, tu peux te retrouver facilement à 7 000, 8 000 euros d'investissement, quelque chose que tu n'avais pas prévu. Voilà par exemple les risques. Lorsque tu fais la visite, peut-être le vendeur a fait un peu de peinture et tout. Tu ne vas pas voir ça. Ce sont des éléments qui sont dans la substance. Tu ne peux pas savoir. Et donc, du coup, tu as déjà acheté le bien et puis tu te rends compte que voilà, tu veux déjà chercher le locataire et puis le locataire entre, il branche, ça pète comme ça. Tu vas te voir en train d'investir encore 8 000 euros. Déjà, même ton apport personnel, je ne sais même pas si c'était 8 000 euros. Tu vas encore sortir 8 000 euros rien que pour résoudre le problème d'électricité. Donc, et si tu es au-dessus de la limite, tu vas recevoir peut-être l'administration fiscale va te restituer un certain pourcentage en fin d'année. Si tu as respecté ces limites-là, si tu n'as pas respecté ces limites-là, l'administration fiscale peut te remettre même ça sur 40 ou sur 50 ans. Donc, voilà un argent que tu n'as pas prévu, que tu dépenses juste parce que tu n'as pas fait attention lors de la visite. Donc, n'achète jamais un bien immobilier sans visiter. Il y a beaucoup d'autres paramètres. Le fait d'être sur place, tu vas voir, tu vas regarder bien les coins, tu vas tout regarder. Et surtout quand tu vas même faire la visite, ne pars pas seul. Va avec quelqu'un, mais va avec quelqu'un qui s'y connaît. Cherche un expert. Tu vas le payer peut-être 300, 400, 500 euros, mais il va te faire un protocole après. S'il y a quelque chose à faire dans le bien, il va écrire dans le bien, il va te dire, bon, il y a telle chose qu'il faut renouveler, ça peut te coûter comme ça. Il te fait il te fait un petit devis. Tu n'es pas obligé de passer par lui pour résoudre ces problèmes-là. Et ça va même te permettre d'utiliser ça comme levier pour réduire le prix d'achat à la baisse. Donc, en fait, ce n'est même pas un argent perdu. Donc, c'est même une stratégie même encore pour pouvoir avoir la possibilité de réduire le prix d'achat à la baisse. N'achète jamais un bien immobilier
sans visiter. C'est no go. Troisième erreur, acheter un seul bien. Déjà, c'est déjà bien d'acheter un bien immobilier, mais c'est dangereux d'acheter un seul bien. Pourquoi je le dis? Lorsque tu achètes un bien, si par exemple, tu achètes un bien où tu as un cash flow peut-être, je ne sais pas, de 100 euros, et que le locataire ne te paye pas le loyer, ça fait déjà un vide que tu dois combler. Par contre, si tu as deux biens et que des deux côtés, tu as les loyers, tu as peut-être des cash flows de 100 euros, ça fait quand même 200 euros sur les deux biens. Ça veut dire que s'il y a un locataire qui ne paye pas le loyer, l'autre paye, ça va un peu amortir. Ça fait 100 euros de cash flow que tu as ici à droite, tu viens un peu compenser. Peut-être si le loyer qu'il payait ici, c'était peut-être 300 euros ou 400 euros, par exemple. Et au lieu de sortir 400 euros de tes poches, tu as déjà un 100 euros qui vient amortir. Donc, si tu avais comme ça 4 biens et que tu avais 100 euros, ça veut dire que si un locataire ne paye pas parmi tes 4 locataires, le cash flow que tu as dans les autres, dans les autres biens, ça te permet donc de combler ce vide-là. Donc, c'est pour ça que avoir un seul bien immobilier, c'est dangereux. Et en plus de ça, lorsque tu as un seul bien immobilier, il peut arriver que tu as des difficultés et tu vends le bien, tu n'as plus rien. Donc, quand tu as plusieurs biens, tu peux avoir une difficulté, tu vends un bien, mais tu vas encore rester avec d'autres biens. Donc, voilà l'importance d'avoir plusieurs biens. Lorsque tu achètes un bien immobilier, tu testes, tu observes, tu vois comment le bien immobilier se fonctionne, tu vois les contours, tu vois comment ça se manage, tu vois comment le locataire se comporte et tout. Directement, tu n'as pas besoin d'attendre puisque tu as juste besoin de l'apport, des frais supplémentaires comme apport personnel pour pouvoir acheter le prochain bien. Mais si tu achètes un bien et tu te donnes encore un an, pendant ces un an, tu continues à épargner. Si tu te donnes peut-être, voilà, tu te dis, voilà, chaque mois, je vais mettre 1 000 euros de côté. En un an, tu as quand même épargné 12 000 euros. C'est déjà suffisant pour te trouver un bon bien immobilier quelque part, qui coûte 90 000, 100 000 euros. Ça te fait déjà un deuxième bien, ainsi de suite. Et je crois que si tu as un salaire considérable et voilà, épargner 500, 700, 800 000 euros, ce n'est pas tuant. Tu as besoin de sacrifier quelques boîtes de nuit, voilà, et réduire un peu tes dépenses pour pouvoir mettre 1 000 euros de côté. En un an, tu as mis 12 000 euros de côté. Donc, n'achète pas un seul bien et tu t'arrêtes, c'est dangereux. Voilà, il faut éviter d'acheter un seul bien immobilier. Quatrième erreur, louer ton bien sans vérifier la solvabilité de ton locataire. Il y a beaucoup de bailleurs parfois qui ne connaissent pas, d'autres bailleurs qui n'ont pas le temps et certains bailleurs qui négligent, ce qui est hyper dangereux. Avant de donner ton bien à un locataire, fais tout et tout, tu dois vérifier sa solvabilité. C'est pour ça que généralement, même quand c'est quelqu'un que tu connais, vérifie sa solvabilité. Le connaître ne veut pas dire que tu connais ses finances. Le connaître ne veut pas dire que tu connais ses contours. Parce que entre amis ou bien entre connaissances, vous ne parlez pas de vos difficultés financières. Vous avez peut-être parlé des choses un peu superficielles. Mais quand ça va déjà un peu en profondeur dans les finances, je ne pense pas que vous causez de ça. Donc du coup, lorsque tu as une connaissance qui veut venir louer dans ton bien, tu dois étudier sa solvabilité comme si c'était un inconnu. C'est très important. Pourquoi? Pour éviter de te retrouver dans une situation où tu as un locataire qui n'arrive pas à payer ton loyer ou alors il a les difficultés. Peut-être même voilà, il n'a même pas de boulot, il n'a pas un contrat fixe, il n'a pas un contrat indéterminé. On peut peut-être le licencier et puis il n'a plus de revenus. Il se voit maintenant en train de recevoir voilà, les indemnités de chômage et tout. Il peut avoir les difficultés de payer ton loyer. Donc, fais tout et tout. Prends le temps. Même si ça dure, c'est pas un problème. Mais trouve le bon locataire, étudie sa solvabilité avant de mettre le locataire à l'intérieur pour éviter donc ces locataires nomades-là. Cinquième erreur, acheter plusieurs biens avec un rendement inférieur à l'annuité. Généralement, je conseille à mes clients que lorsque tu achètes ton premier bien, tu peux encore te permettre tu peux te permettre un rendement. Quand je dis rendement ici, c'est le loyer annuel divisé par le prix d'achat. Tu peux te permettre un rendement qui est inférieur à l'annuité. L'annuité ici, c'est la somme entre le remboursement et l'intérêt. Voilà. Tu peux te permettre, peut-être tu peux acheter un bien où le rendement c'est 4% et ton annuité c'est 5-6%. Ça veut dire que chaque mois, tu vas payer 2% dans l'investissement pour que ça fonctionne. Si le loyer, si le bien a coûté 100 000 euros et que tu dois injecter 2% de 100 000 euros chaque année dans l'investissement, tu as 2 000 euros divisé par 12, tu es autour de 200 euros. Non, divisé par 12, on a 2 000 euros, oui c'est ça. Divisé par 12, on est autour de 180 euros comme ça par mois que tu dois injecter pour que l'investissement fonctionne. Mais
Tu peux te permettre, quand c'est ton premier bien, pour voir un peu comment l'investissement fonctionne et tout. Mais tu peux encore peut-être essayer une deuxième fois de la même façon, mais je te déconseille d'acheter plusieurs biens dans ce sens-là. Si tu as déjà acheté 2 biens où tu injectes 180 € tous les mois, tu es déjà quand même à 360 €, ça peut déjà peser dans ton compte de gestion. Il faut extrêmement faire attention lorsque tu vas vouloir acheter ton troisième bien. Parce que si tu achètes ton troisième bien et que ton troisième bien te permet, tu dois encore injecter 180 €, tu es quand même déjà à 540 € que tu dois injecter chaque mois dans ton investissement. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. En 10 mois, on est déjà autour de 5 400. Donc, en un an, on est autour de 7 000 € que tu dois injecter. Tu dois injecter toutes les années pour que ton investissement fonctionne. C'est dangereux. Tu peux aller pour le quatrième bien. La banque te dit que non. Ce que tu injectes dans l'investissement tous les mois est déjà trop élevé. Ça touche déjà ton compte de gestion. Donc, ta solvabilité va prendre un coup. Donc, tu peux aller pour le quatrième bien. La banque te dit que non, je ne peux pas t'accompagner. Donc, il faut tout faire pour essayer d'équilibrer tes investissements. Si tu achètes 2 biens avec un rendement inférieur à l'annuité, fais tout et tout pour que le troisième bien, le rendement du troisième bien soit quand même au même niveau que l'annuité. Donc, on suppose que le loyer que tu reçois couvre au moins la mensualité de la banque. Là, maintenant, ça essaie d'équilibrer pour éviter donc de te retrouver dans une situation où la banque ne peut plus t'accompagner. Et tu dois toujours te rassurer à chaque fois que tu achètes un bien, tu fais la somme de tes rendements, et tu divises par le nombre de biens que tu as. Tu dois tout faire pour que cette somme-là, ou alors ce rendement moyen soit autour de l'annuité moyenne. Parce que tu dois aussi faire la somme de tes annuités, tu divises par le nombre de biens pour que ce soit le cas. Surtout les premières années. Mais il faut aussi savoir que après chaque 3 ans, la loi stipule que tu as le droit d'augmenter le loyer de 15, parfois 20% en fonction des villes et en fonction également de ce que les Allemands appellent le Mietspiegel, donc le niveau du loyer dans chaque localité. Donc, il faut également tenir compte de ça. Et chaque 3 ans, tu augmentes le loyer. Quand tu augmentes le loyer de 15%, ça augmente également le rendement. Donc, si peut-être tu injectais 180 € par mois, après 3 ans, si tu as 3 biens comme ça, au lieu de 180 € par mois, tu seras peut-être en train d'injecter peut-être 140 €. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, c'est comme ça que ce que tu injectes dans l'investissement diminue. Donc, ton cash flow va dans la direction positive. Donc, c'est un peu ça. Mais arrange-toi à ce que tu n'achètes pas plusieurs biens avec un rendement largement inférieur à l'annuité. Par exemple, tous ceux qui se lancent dans les investissements immobiliers dans les grandes villes comme Munich, comme Berlin, comme Cologne, où tu as les rendements de 3%, 3,5%. 3,5%, ça veut tout simplement dire que quoi? Si tu as une annuité de 6%, tu dois injecter 3% dans l'investissement pour que ça fonctionne. Pour un bien qui coûte 200 000 €, tu es à 3% que tu dois injecter. 3% de 200 000 €, tu es à 6 000 € que tu dois injecter par an pour que l'investissement fonctionne. On parle de 500 € par mois par bien. Donc, si tu as comme ça 3 biens, ça te fait 1500 € que tu dois injecter dans l'investissement tous les mois pour que ça fonctionne. 1500 €, ça c'est déjà presque le salaire de certains employés en Allemagne. Donc c'est pour dire que il faut faire extrêmement attention, tout faire pour essayer d'équilibrer tes investissements. Voilà, 6e erreur. Mais mettre son bien sur le marché en mauvais état, c'est très dangereux. Lorsque le bien est mauvais, tu n'auras pas un professeur, tu n'auras pas un enseignant, tu n'auras pas un ingénieur qui va venir prendre ton bien. Il faut mettre des biens immobiliers en bon état pour attirer aussi des bons locataires. Parce que si tu prends le temps, tu rénoves bien ton bien, tu mets tu équipes bien la cuisine, tu fais du bon travail, c'est comme ça que tu auras aussi des bons locataires. Et lorsque tu vas demander un loyer aussi considérable au locataire, il n'aura pas de problème à payer. Voilà. Ton bien n'est pas entretenu, ton bien n'est pas bien rénové, ton bien n'est pas en bon état, la probabilité que tu aies un locataire nomade est également élevée. Donc, tu dois tout faire, investir pour que ton bien soit attractif. Et ce n'est pas comme si cet argent soit de tes poches. L'argent, tu fais une demande à la banque comme ce qu'on appelle en allemand Modernisierungskredit, c'est-à-dire que tu fais un crédit pour la modernisation et en faisant ce crédit-là, il y a un certain seuil que tu ne dois pas déborder. Si tu ne débordes pas ce seuil, tu peux également profiter des avantages fiscaux. Donc, fais tout et tout. Tu mets ton bien en bon état, et rénoves bien ton bien pour pouvoir mettre également en location. Et quand tu vas demander le loyer, tu n'auras pas de problème. C'est la stratégie que j'utilise tout le temps. Je fais l'effort
déjà, tous les biens que j'achète, ce sont des biens qui nécessitent une rénovation pour pouvoir rénover, ajouter de la valeur. Et quand bien même tu achètes, et quand bien même tu mets même le bien en bon état, tu augmentes la valeur du bien, tu augmentes le loyer. Et de toutes les façons, tu profites parce que tu reçois l'argent de la banque pour rénover et en plus, tu profites encore des avantages fiscaux. Donc, c'est à ton avantage de mettre les biens en bon état. Et là, maintenant, tu n'auras pas n'importe qui va venir regarder ton bien. Et en plus de ça, lorsque le bien est en bon état, tu as plusieurs personnes qui veulent ton bien. Donc, tu as l'embarras du choix. Tu peux bien étudier la solvabilité. Si tu as 10 intéressés, ce n'est pas comme si tu avais un intéressé. Si tu as un intéressé, tu n'as pas le choix. Tu n'as même plus besoin d'étudier sa solvabilité. Pourtant, si tu as 10 intéressés, tu peux choisir, tu peux étudier la solvabilité. Tu peux même encore créer d'autres paramètres pour choisir ton locataire. Et à la fin, c'est pour avoir un bon locataire qui va payer ton loyer sans problème, sans te faire des histoires. Donc ça, c'était la 6e erreur. La 7e erreur, acheter un bien immobilier dans une zone enclavée. Quand tu achètes le bien immobilier, ce n'est pas pour manger. Tu achètes le bien immobilier pour peut-être plus tard revendre ou alors pour que quand tu achètes le bien immobilier, tu dois te rassurer que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tu auras encore un locataire. Ça ne te sert à rien d'aller acheter un bien immobilier dans une zone enclavée où il n'y a pas d'infrastructure, où il n'y a pas de bus, où il n'y a pas d'arrêt de bus, où il n'y a pas d'école, où il n'y a presque rien, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien, il n'y a pas de centre de sport et tout le reste. Donc, et en plus de ça, dans une zone enclavée, la probabilité que le bien perde en valeur est très élevée. Et en plus, il y a un certain loyer que tu ne peux pas voilà, demander dans ce genre de zone. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque dans les autres zones qui sont un peu plus attractives, le loyer augmente, dans cette zone-là, le loyer ne va pas augmenter parce que personne ne veut aller vivre là-bas. Et quand personne ne veut aller vivre là-bas, même si tu mets en location, tu auras peut-être deux intéressés. Et quand tu as deux intéressés, un va te dire que le loyer est trop cher, l'autre va te dire que moi, si tu réduisais peut-être le loyer de 10% ou de 20%, je pourrais prendre, mais à ce prix-là, je ne peux pas prendre. Donc, du coup, tu n'as pas de clientèle. Donc, ça ne sert à rien d'aller acheter un bien immobilier dans une zone enclavée où tu auras, les difficultés d'avoir le locataire et deux, tu auras les difficultés à revendre en cas de problème. Parce que même si tu as le locataire à l'intérieur et que peut-être dans 2, dans 3 ans, dans 5 ans, tu as les difficultés et que tu dois vendre ce bien, il va falloir mettre ça sur le marché. Qui va vouloir aller acheter un bien immobilier dans une zone enclavée? Dans une zone où tu ne vas même pas pouvoir augmenter le loyer. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut faire extrêmement attention. Lorsque tu veux te lancer dans l'investissement immobilier, ne te lance pas, n'achète pas un bien immobilier dans une zone enclavée. C'est dangereux. Tu vas plomber ton investissement. Voilà. 8e et dernière erreur, injecter trop de capitaux comme apport personnel. Beaucoup de personnes font des erreurs. Ils veulent mettre 20% du prix d'achat comme apport personnel, 30%. Excusez-moi du terme, mais c'est idiot de mettre 30% pour acheter un bien que tu veux mettre en location. Parce que premièrement, lorsque tu injectes 30%, tu utilises l'effet de levier en partie. Or, l'effet de levier est là pour que tu profites à fond, à 100%. Un investisseur, c'est celui-là qui trouve des possibilités puisque tu as besoin de liquidités. Ça ne sert à rien d'insérer 30% dans un seul bien. Avec les mêmes 30% là, tu achètes 3 biens, tu insères 10%, ça te fait 3 biens. Là, tu as 3 entreprises, c'est-à-dire 3 appartements ou alors 3 biens immobiliers, ça veut dire 3 entreprises où tu as 3 clients en parallèle qui versent des loyers et ces loyers-là te permettent, n'est-ce pas, de payer 3 mensualités et dans chaque mensualité, il y a le remboursement et chaque remboursement, c'est ton patrimoine qui augmente. Donc, il est intelligent, il sera sage ou alors ce sera intelligent de prendre les 30% là, injecter 10% dans chaque bien immobilier pour pouvoir, n'est-ce pas, augmenter ou alors pour pouvoir accélérer la croissance de ton patrimoine immobilier. Tu n'as pas besoin d'injecter trop de capitaux comme apport personnel dans ton investissement. J'ai accompagné plusieurs familles qui ont investi sans apport personnel. Et il faut également faire attention, il ne faut pas exagérer aussi parce que venir aussi investir sans apport personnel, c'est bien, tu ne sors pas de l'argent à l'instant T, mais le crédit va te revenir cher, tu as besoin d'emprunter aussi beaucoup d'argent et généralement, lorsque tu n'as pas d'apport personnel, les taux d'intérêt sont également élevés et c'est aussi dangereux. Parce que si tu prends par exemple un crédit peut-être de 100 000 euros, tu n'as pas d'apport personnel, ça veut dire que la banque va financer 12 000 euros pour les frais supplémentaires pour l'acquisition. C'est quand même 12%, voilà, de 12%.
voilà, du prix d'achat à 12% là. Si tu as un taux de remboursement de 2%, ça veut dire que quoi? Tu as besoin d'à peu près 6 ans. Donc, tu rembourses le crédit pendant 6 ans avant d'éponger les frais supplémentaires pour l'acquisition. Donc, après 6 ans, ta dette restante, c'est toujours le prix d'achat, 100 000 euros. Donc, depuis que tu as acheté le bien, pendant 6 ans, tu n'as même pas encore commencé à rembourser le prix d'achat, ce qui est dangereux parce que lorsque tu vas vouloir faire le refinancement, ta mensualité peut augmenter. Mais ça, j'ai abordé dans une autre vidéo et j'irai en profondeur dans une autre vidéo. Et pour ceux qui ont suivi ma formation, je vais en profondeur, n'est-ce pas, dans cette thématique-là. Donc, fais tout et tout et n'injecte pas beaucoup de capitaux dans ton investissement comme apport personnel. Tu as besoin de liquidité. Même si tu ne veux pas acheter un deuxième, un troisième ou un quatrième bien, prends 10%, tu injectes le reste de 20%, tu mets de côté comme réserve. Parce que imagine un seul instant, tu injectes tout ça dans un bien immobilier. Après, juste après cet investissement, tu as un problème de 10 000 euros ou alors comme le problème que j'ai souligné tout à l'heure avec l'électricité, où il te faut 10 000 euros à l'instant T. Tu seras encore obligé d'aller encore t'endetter, payer les taux d'intérêt pour les frais de modernisation parce que là, tu obtiens un taux un peu plus élevé parce que ce n'est pas un crédit immobilier, c'est un crédit, c'est un peu comme un crédit à la consommation, mais un peu plus réduit. Donc voilà, pour éviter donc ça, c'est souvent mieux d'avoir la liquidité. Si tu ne veux pas acheter d'autres biens immobiliers, tu gardes cet argent et en attendant d'autres deals. Voilà, voilà les 8 erreurs qui devraient interpeller chaque personne qui veut investir dans l'immobilier. Donc, ne te lance pas dans l'investissement immobilier sans connaître ces erreurs. Il y a une multitude d'erreurs que je ne peux pas aborder dans une seule vidéo. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, partage au maximum. Si la vidéo a été à la hauteur de tes attentes, n'hésite pas, n'est-ce pas, de t'abonner à cette chaîne. Si les thématiques que j'aborde dans cette chaîne t'intéressent, si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.